Vous avez déjà vu les vidéos précédentes de cette série qui concernent le Bitcoin et l'Ethereum, les deux crypto-monnaies qui sont aujourd'hui les plus importantes du marché. Et puis même si vous ne les avez pas vues, ces vidéos, vous avez certainement lu ou entendu le mot blockchain quelque part, sans avoir d'explication permettant de comprendre ce que c'est. Nous allons donc voir rapidement ce qu'est une blockchain pour que vous puissiez mieux comprendre comment les crypto-monnaies fonctionnent. D'abord, il faut savoir que blockchain c'est un mot anglais et qu'en français ça se traduit par chaîne de blocs, même si quasiment personne n'utilise la version française dans le langage courant. La chaîne de blocs donc, en fait c'est une manière de structurer des données. Dit comme ça n'a pas l'air très intéressant et pourtant c'est bien ce dont il s'agit. La blockchain n'est rien de plus qu'une méthode de rangement faite pour des informations. Mais c'est une méthode de rangement exceptionnelle qui a des propriétés très particulières qui deviennent incroyablement utiles dans le contexte d'un réseau décentralisé. Cela dit, ce qui reste le plus incroyable, c'est qu'à l'origine, l'objectif recherché n'avait rien à voir avec la monnaie. En fait, il s'agissait simplement d'un système dans lequel on pouvait publier des documents, leur donner date certaine et s'assurer que ni cette date ni le lien entre la date et le document ne puissent être modifiés. Les blockchains sont donc apparus comme une solution à un problème de stockage de documents il y a plus de 30 ans, lorsque Stuart Haber et Scott Stornetta, deux chercheurs en informatique américains, ont publié en 1991 le document intitulé How to Timestamp a Digital Document, soit en français, Comment horodater un document numérique. À l'époque, le problème était formulé de la façon suivante. Imaginons un groupe de gens souhaitant publier des documents numériques dont la date est certaine. Pour cela, la plupart des gens s'orienteront vers un système centralisé dans lequel il y a un service d'horodatage auquel tout le monde est censé faire confiance et qui va être en charge d'associer une date à chaque document qui lui est transmis. Cette solution a beaucoup de problèmes, notamment elle ne permet pas de transmettre des documents sans révéler leur contenu et elle nécessite que le service d'horodatage soit à la fois compétent et honnête. C'est une solution primitive qui ne fait au final pas vraiment usage des possibilités offertes par l'informatique. Les deux chercheurs ont d'abord proposé d'avoir recours à deux procédés pour améliorer ce système, les hashages et les signatures. La signature numérique, vous le comprenez, c'est un moyen de prouver son identité, tout simplement. Quant au hachage, c'est assez complexe, donc on ne va pas s'éterniser dessus, mais en gros, c'est un procédé qui permet d'obtenir à partir de n'importe quelle information, peu importe sa taille, une série de caractères aléatoires d'une longueur définie qui est toujours la même si l'information reste aussi la même. On appelle cette série de caractères l'empreinte du document. Par exemple, on va calculer le hachage du livre blanc du Bitcoin que j'ai là en PDF. Si je calcule le hachage de ce document avec l'algorithme de hachage MD5, j'obtiens cette empreinte-là. Si je fais une copie du document, que je l'appelle bitcoinwhitepaper2.pdf et que je calcule le hachage MD5, l'empreinte est toujours la même. Donc on peut être certain que c'est une copie non modifiée du document d'origine. Par contre, si je vais modifier bitcoinwhitepaper2.pdf et que je remplace Satoshi Nakamoto par Craig Wright par exemple, l'empreinte est complètement différente. On n'a même pas besoin de lire le document pour voir que ce n'est pas le même. Avec ces deux mécanismes-là, il est donc possible de préserver la confidentialité des informations et d'envoyer moins de données aux tiers de confiance chargés de dater les documents. Mais ça ne résout pas les problèmes qu'il peut y avoir en cas d'incompétence ou de malveillance. Haber et Stornetta ont donc proposé un système alternatif avec deux options possibles, soit se débrouiller pour que le service centralisé ne puisse pas falsifier la date, soit tout changer pour avoir recours à un système décentralisé. Selon cette deuxième solution, pour dater un document de manière décentralisée, il suffisait de hacher le document, de faire signer et dater l'empreinte par d'autres personnes, et enfin de publier l'empreinte avec les signatures et datations. Mais cette méthode a quelques inconvénients et elle n'utilise pas de chaîne. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette chaîne ? En fait, c'est l'alternative centralisée qui s'en sert. Lorsque le service d'horodatage traite un document, il y ajoute une référence à celui qui a été publié juste avant pour prouver sa date de dépôt. De ce fait, il forme une chaîne de documents. Donc avec ces deux alternatives, on a une chaîne d'un côté et un réseau décentralisé de l'autre. Les auteurs n'y avaient pas pensé, mais on peut mélanger ces deux idées et obtenir une chaîne décentralisée permettant d'horodater des documents. Et malgré le fait que tout ça date de 1991, on se rend vite compte que l'apparition du Bitcoin, au fond, n'est pas si surprenante que ça. Les deux chercheurs américains disaient également que la même idée pourrait être appliquée aux transactions financières. Il leur manquait toute une partie du puzzle, mais l'important c'est qu'ils avaient posé la première brique de cet édifice en créant un système qui permet d'horodater des transactions financières. Et ils ne se sont pas arrêtés là. En 1992, ils ont eu l'idée d'ajouter à ce système un autre procédé appelé arbre de Merkle qui consiste à combiner plusieurs empreintes pour en obtenir une seule à la fin, ce qui permet de grouper plusieurs documents sous la forme d'un bloc et de publier une seule empreinte pour l'intégralité du bloc. Et là, on avait déjà véritablement une chaîne de blocs. 17 ans plus tard, Satoshi Nakamoto décrit une blockchain un petit peu différente dans le livre blanc du Bitcoin. L'empreinte du bloc précédent est toujours utilisée pour créer un nouveau bloc, mais les documents sont remplacés par des transactions et le bloc contient aussi quelques informations supplémentaires. La question qui vient à ce moment, c'est comment est-ce qu'on fait une monnaie avec ça ? Pour faire simple, on ne peut pas parce que ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'il faut pour créer une monnaie. La blockchain, même telle qu'elle a été présentée par Satoshi Nakamoto, ce n'est qu'une base de données
au sein de laquelle on ne peut pas modifier le contenu existant, rien de plus. Elle ne peut servir qu'à stocker les transactions et prouver dans quel ordre elles ont eu lieu. Et malheureusement, ce n'est pas le seul problème auquel il faut faire face quand on crée une monnaie décentralisée. Notamment, il est également nécessaire de s'assurer que tout le monde se mette d'accord sur la manière d'ajouter des données à la chaîne de blocs, de faire en sorte que personne ne puisse dépenser 2 fois la même pièce de monnaie, de faire en sorte que personne ne puisse prendre le contrôle du réseau et censurer les transactions, etc. Et tout ça, on en parlera dans une autre vidéo, alors j'espère vous revoir très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.